3,5 millions. C'est le nombre de soldats ennemis que ces 5 généraux américains ont fait tuer entre 1941 et 1945. Pas blessés, pas capturés, tués. Plus de 1100 généraux ont servi pendant la Seconde Guerre mondiale, mais seuls 5 ont infligé des pertes si écrasantes que les armées adverses ont modifié toute leur stratégie dès qu'elles apprenaient que ces hommes opéraient dans leur secteur. Aujourd'hui, nous allons les classer. Le numéro 5 a déplacé une armée entière plus vite que l'information ne pouvait circuler. Le numéro 3 a commandé plus d'hommes que n'importe quel général américain avant ou après lui. Le numéro 2 n'est pas celui que vous croyez. Et le numéro 1 a éliminé plus de soldats ennemis que les 4 autres réunis. Il ne s'agit ni de décoration, ni de légende hollywoodienne. Il s'agit de chiffres vérifiés, de pertes ennemies documentées et de la froide arithmétique de la guerre, qui a gagné ses batailles en sacrifiant le moins de ses propres hommes. Commençons le compte à rebours des 5 généraux américains les plus meurtriers de la Seconde Guerre mondiale. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, si vous voulez découvrir qui occupe la première place, cliquez sur J'aime dès maintenant. Cela aide YouTube à recommander cette vidéo à d'autres passionnés d'histoire. Et abonnez-vous pour ne manquer aucun de nos classements. Commençons par le numéro 5. Numéro 5, le lieutenant-général Lucian Truscott. Voici ce qu'il faut savoir sur Lucian Truscott. En août 1944, le commandement allié estimait qu'il faudrait environ 90 jours pour conquérir le sud de la France et faire la jonction avec les forces venues de Normandie. Truscott l'a fait en 28 jours. Pas 30, pas 35, 28. La 19e armée allemande, forte de 285 000 hommes, devait le ralentir. Il n'en fut rien. Le 6e corps de Truscott avançait à une telle vitesse que le renseignement allemand croyait suivre 3 armées américaines distinctes. En réalité, il n'y en avait qu'une seule, dirigée par un général qui avait compris ce que beaucoup d'autres n'avaient pas saisi. La vitesse tue plus sûrement que la puissance de feu. Truscott mit au point ce qu'on appela le Truscott Trot, une marche forcée à près de 8 km/h en équipement de combat complet. La doctrine standard de l'armée américaine prévoyait plutôt 4 km/h. Ces divisions d'infanterie progressaient donc 2 fois plus vite que toutes les autres sur le théâtre européen. Cela peut sembler anodin jusqu'à ce qu'on en comprenne les conséquences opérationnelles. Les commandants allemands établissaient leurs lignes défensives en fonction de la vitesse supposée des unités américaines. Les hommes de Truscott apparaissaient 24 heures plus tôt que prévu. Les positions n'étaient pas prêtes, l'artillerie non réglée, les réserves mal placées. Quand les Allemands tentaient de réagir, Truscott avait déjà percé et se trouvait des dizaines de kilomètres plus loin. Lors de l'opération Dragoon, l'invasion du sud de la France, ses forces parcoururent environ 400 km en 4 semaines. La 19e armée allemande y perdit 7 000 hommes tués, 22 000 blessés et 79 000 capturés. Mais le chiffre le plus révélateur est ailleurs. Le 6e corps de Truscott afficha le plus faible taux de pertes par kilomètre avancé de toutes les unités américaines en Europe. Il infligeait plus de pertes à l'ennemi tout en préservant davantage ses propres hommes. Ce n'était pas de la chance. C'était du génie tactique. Les Allemands avaient un surnom pour les unités placées sous son commandement, l'armée fantôme. On repérait leur position sur une carte, on envoyait des forces pour les intercepter, et elles avaient déjà disparu. 40 km plus loin, elles attaquaient la ligne suivante. Après la guerre, les officiers allemands qui l'avaient affronté dirent tous la même chose. Quand on apprenait que Truscott opérait dans votre secteur, il n'y avait que 2 choix, battre en retraite immédiatement ou perdre l'intégralité de son commandement. Aucune option intermédiaire. La plupart des Américains n'ont jamais entendu parler de Lucian Truscott. Les Allemands qui l'ont combattu, eux, n'ont jamais oublié son nom. Numéro 4, le lieutenant-général James Gavin. James Gavin fut le seul général américain de la Seconde Guerre mondiale à sauter au combat avec la toute première vague de parachutistes. Il n'observait pas depuis un poste de commandement. Il n'arrivait pas après que la zone était sécurisée. Il sautait le premier. À 1h51 du matin, le 6 juin 1944, Gavin se tenait à la porte d'un C-47 au-dessus de la Normandie et menait sa division dans la plus grande invasion amphibie de l'histoire.
Il avait 36 ans, était général de brigade et commandait les éléments d'assaut de la 98e division aéroportée. Il atterrit à près de 6 km de sa zone de largage, armé seulement d'un pistolet, d'un couteau et accompagné de 12 parachutistes dispersés. À l'aube, il avait déjà pris Sainte-Mère-Église, la première ville française libérée le jour du débarquement. Voilà pourquoi Gavin occupe la 4e place. Il fut l'un des pionniers de la manœuvre d'encerclement vertical. Le principe était simple, larguer des troupes derrière les lignes ennemies, s'emparer d'objectifs clés avant que l'adversaire ne comprenne ce qui se passe, puis tenir coûte que coûte jusqu'à l'arrivée des renforts. La mise en œuvre, elle, ne l'était pas. La 90e aéroportée devait être relevée 48 heures après le jour J. Elle tint finalement 33 jours face à 5 divisions allemandes. La division perdit 5245 hommes tués, blessés ou portés disparus. Pourtant, chaque objectif fut conservé. Chaque pont, chaque carrefour, chaque village, les forces allemandes tentant de contre-attaquer les plages du débarquement durent d'abord affronter les parachutistes de Gavin. La plupart n'atteignirent jamais la côte. Les chiffres vraiment importants viennent ensuite. Lors de 4 grandes campagnes, la Sicile, la Normandie, la Hollande et la bataille des Ardennes, la 92e division aéroportée de Gavin affronta et vainquit des éléments de 23 divisions allemandes différentes. Elle infligea environ 23 000 pertes à l'ennemi, tout en subissant 15 847 pertes de son côté. Un ratio d'environ 1,5 pour 1, qui peut sembler modeste, jusqu'à ce qu'on se rappelle une chose essentielle. Les troupes aéroportées sont de l'infanterie légère confrontée à des blindés, de l'artillerie et des unités lourdement équipées. La doctrine militaire affirmait qu'une force aéroportée ne pouvait pas résister à une contre-attaque mécanisée. La division de Gavin l'a fait. 4 fois. Après la guerre, on demanda à des officiers allemands capturés quelles unités américaines ils redoutaient de plus. La 82e aéroportée de Gavin fut citée plus souvent que n'importe quelle autre. Pas à cause de son matériel, pas à cause de ses effectifs, à cause de son commandement. Gavin sautait le premier. Ces hommes savaient qu'il ne leur demanderait jamais d'accomplir quelque chose qu'il n'était pas prêt à faire lui-même. Ce type de leadership forge des soldats qui ne capitulent pas, ne reculent pas, ne se brisent pas. Les Allemands l'ont appris à leurs dépens. Gavin devint le plus jeune major général de l'armée américaine à seulement 37 ans. Il mourut en 1990 à l'âge de 82 ans. Aujourd'hui encore, la 82e aéroportée continue de s'inspirer de ces principes. Commander en première ligne, sauter en premier, combattre en premier et ne jamais exiger de ses hommes ce que l'on n'est pas prêt à faire soi-même. Numéro 3, le général Omar Bradley. Arrêtez-vous un instant et retenez ce chiffre, 1 million. Entre juin 1944 et mai 1945, le 12e groupe d'armée d'Omar Bradley tua ou captura 1 million de soldats ennemis, davantage que tout autre commandant américain sur le théâtre européen. Plus qu'Eisenhower, plus que Patton, plus que n'importe qui. Et pourtant, son nom reste largement méconnu. Bradley ne cherchait pas la lumière, pas de discours enflammés, pas d'uniformes extravagants ni de revolvers à crosse en ivoire. Il concevait ses opérations avec une rigueur presque mathématique et les menait avec une efficacité implacable. Les Allemands qualifiaient son style opératoire d'horloger. Ses attaques survenaient exactement au moment prévu, frappaient précisément là où il l'avait annoncé et produisaient les résultats attendus. Aucun chaos, aucune improvisation, juste une destruction méthodique et continue des forces ennemies. L'opération Cobra, la percée de Normandie, fut son chef-d'œuvre. Le 25 juillet 1944, Bradley concentra 1500 bombardiers lourds sur un front de 8 km, puis lança 7 divisions à travers la brèche. En 72 heures, la ligne défensive allemande s'effondra. En une semaine, tout le front allemand en Normandie se désagrégea. En moins d'un mois, Paris était libéré. Le maréchal allemand Günther von Kluge préféra se suicider plutôt que d'annoncer la catastrophe à Hitler. Son successeur décrivit le rythme imposé par Bradley comme impossible à contrer. Le temps que les commandants allemands comprennent ce qui se passait et transmettent en leurs ordres, Bradley était déjà passé à la phase suivante. Lors de la bataille des Ardennes, Bradley identifia l'effort principal allemand en moins de 18 heures. Là où beaucoup voyaient une offensive limitée, il comprit immédiatement qu'il s'agissait d'une attaque majeure. Il redéploya ses forces sans attendre, autorisa Patton à contre-attaquer par le sud et renforça le flanc nord.
Le 26 décembre, l'avance allemande était stoppée. Le 25 janvier, la poche était totalement résorbée. Pertes allemandes, 100 000 hommes. Pertes américaines, 99 000. Mais la différence essentielle était ailleurs. Les pertes américaines pouvaient être remplacées en quelques semaines. Les pertes allemandes, elles, ne l'étaient plus. Après les Ardennes, Bradley lança ses armées en Allemagne. Son 12e groupe d'armées encercla la région industrielle de la Ruhr. 325 000 soldats allemands se rendirent en une seule opération, la plus grande capitulation de masse de toute l'histoire militaire allemande. Cela arriva parce que l'encerclement était si parfaitement exécuté que toute résistance était devenue absurde. Voilà ce qui distingue un bon général d'un grand général. Les bons généraux gagnent des batailles. Les grands généraux amènent l'ennemi à comprendre que se battre n'a plus aucun sens. Bradley prit sa retraite avec le grade de général 5 étoiles. Il mourut en 1981 à 88 ans. Il écrivit un seul livre de mémoires, au succès modeste. Aucun film hollywoodien, aucun mythe flamboyant. Seulement le bilan silencieux d'un homme qui, par une compétence froide et constante, élimina plus de soldats allemands que n'importe quel autre commandant américain. Les Allemands ne craignaient pas Bradley parce qu'il était audacieux. Ils le craignaient parce qu'il ne commettait jamais d'erreurs exploitables. Numéro 2, le général George Patton. Oui, numéro 2, pas numéro 1. Et voici pourquoi. George Patton fut le général américain le plus agressif de la Seconde Guerre mondiale. Son 3e armée infligea environ 1,4 million de pertes aux forces allemandes avec un ratio proche de 9 pour 1, des chiffres spectaculaires. Mais ils eurent un prix. La 3e armée subit 160 000 pertes, le total le plus élevé de toutes les armées américaines en Europe. 27 000 Américains y trouvèrent la mort, plus que sous le commandement de n'importe quel autre chef d'armée. La question n'est pas de savoir si Patton fut efficace. Il l'a été. La vraie question est de savoir si les résultats justifiaient le coût humain. C'est pour cela qu'il est numéro 2 et non numéro 1. Parlons maintenant de la légende et de la réalité. La légende présente Patton comme un génie militaire qui terrorisait les Allemands. La réalité est plus nuancée. Ses méthodes agressives donnaient des résultats. Son armée conquit plus de territoire que toute autre force américaine, près de 200 000 km² en 9 mois. Son intervention pour dégager Bastogne lors de la bataille des Ardennes fut un chef-d'œuvre opérationnel. Faire pivoter la 3e armée de 90 degrés en 48 heures relevait d'une prouesse logistique rare. Mais cette efficacité avait un revers. Les pertes quotidiennes de Patton étaient 40% plus élevées que la moyenne du 12e groupe d'armée. À l'automne 1944, lors de son offensive en Lorraine, il fallut 50 000 pertes américaines pour progresser d'à peine 60 km. Le ratio tomba alors à 3 Allemands tués pour un Américain, loin des 9 pour 1 habituellement associés à Patton. Pourquoi ? Parce qu'il attaquait souvent des positions fortifiées sans préparation suffisante. Pour lui, l'élan comptait plus que le coût humain. Un chiffre résume Patton mieux que tout autre. 21 médailles d'honneur furent décernées pour des actions menées sous son commandement pendant la bataille des Ardennes, davantage que lors de toute autre bataille du front européen. Ces soldats accomplissaient des actes de bravoure extraordinaires parce qu'ils l'exigeaient, et ils mouraient en plus grand nombre parce qu'il acceptait ce prix. Sa philosophie était simple. La vitesse et la violence brisent n'importe quelle défense. Si maintenir le rythme exige des pertes, alors ces pertes sont acceptables. Cette approche produisit des succès spectaculaires et des sacrifices terribles. Après le franchissement du Rhin, en mars 1945, la 3e armée avança de près de 90 km en 48 heures, l'une des progressions les plus rapides de l'histoire militaire. Mais cela coûta 12 000 pertes américaines en 2 jours. Patton voulait foncer sur Berlin. Eisenhower l'en empêcha pour des raisons politiques. Au jour de la victoire en Europe, la 3e armée avait tué ou capturé environ 1,4 million de soldats allemands, tout en subissant 137 000 pertes, dont 27 000 morts. Le plus grand nombre de pertes infligées à l'ennemi et le plus grand nombre de pertes américaines. Voilà pourquoi Patton est numéro 2. Il a gagné, mais la victoire a été payée en sang américain. George Patton mourut en décembre 1945 à la suite d'un accident de voiture. Il repose au cimetière américain de Luxembourg parmi ses hommes. Sa tombe porte une simple croix, identique à des milliers d'autres. Mais c'est la seule devant laquelle les visiteurs s'arrêtent. La légende a éclipsé la réalité.
La réalité, c'est qu'il fut le général américain le plus agressif, celui qui infligea le plus de pertes à l'ennemi et qui en accepta le plus parmi les siens. Savoir si l'un justifiait l'autre reste débattu, 80 ans plus tard. Une chose est certaine, il n'est pas numéro 1. Numéro 1, le général Douglas MacArthur. Douglas MacArthur a fait tuer plus de soldats ennemis que n'importe quel commandant américain de l'histoire, tout en subissant proportionnellement moins de pertes que toute opération comparable. Voilà pourquoi il occupe la première place. Pas à cause de son ego, pas à cause de son goût pour la mise en scène, mais à cause des chiffres. Entre 1942 et 1945, les forces placées sous son commandement éliminèrent environ 485 000 soldats japonais au combat et en capturèrent 71 000 autres. Mais ces statistiques ne racontent qu'une partie de l'histoire. La stratégie du saut d'île en île de MacArthur consistait à contourner les positions japonaises les plus fortifiées. Les garnisons laissées en arrière, environ 250 000 hommes, furent eux condamnés à une lente agonie faite de maladies, de famine et d'isolement. Incapables de menacer les opérations alliées, sans navires, sans aviation, sans ravitaillement, elles furent tout simplement abandonnées à leur sort. Si l'on inclut ces forces neutralisées, les pertes japonaises liées aux campagnes de MacArthur dépassent le million d'hommes. C'est là que réside sa supériorité. Le rapport pertes infligées, pertes subies. En Papouasie-Nouvelle-Guinée, les forces de MacArthur subirent 24 000 pertes, tandis que les Japonais perdirent 160 000 hommes, soit un ratio de 6,6 pour 1. Aux Philippines, les pertes américaines s'élevèrent à 62 000, dont 14 000 tués. Les pertes japonaises atteignirent 336 000 hommes, dont 267 000 morts, soit un ratio de 5,4 pour 1. Comparez cela à des assauts frontaux comme celui d'Iwo Jima, où 26 000 pertes américaines furent nécessaires pour éliminer 18 000 soldats japonais. MacArthur obtenait de meilleurs résultats à moindre coût parce qu'il refusait de combattre là où l'ennemi était fort. Il frappait là où il était faible, coupait les lignes de ravitaillement et laissait le temps, la faim et la maladie faire le reste. La stratégie du island hopping fut une rupture radicale. Jusqu'alors, les opérations dans le Pacifique visaient à conquérir chaque île. MacArthur comprit que c'était inutile. Il suffisait de prendre les aérodromes, les ports, et d'ignorer le reste. Les garnisons japonaises isolées n'avaient plus aucun impact militaire. Elles furent laissées sur place. À la fin de la guerre, plus de 250 000 soldats japonais se trouvaient ainsi coupés du monde sur des îles disséminées dans le Pacifique. La plupart moururent de faim ou de maladie. C'était brutal, mais d'une efficacité absolue. Indéniablement, MacArthur réduisit les pertes américaines en maximisant la souffrance japonaise par l'isolement. On lui reprocha son goût pour l'autopromotion et la gloire, à juste titre. Il s'attribua plus de décorations que tout autre général américain, mit soigneusement en scène ses photographies et cultiva un véritable culte de la personnalité. Mais derrière le théâtre se cachait une brillante intelligence stratégique. La coordination des forces aériennes, navales et terrestres sur des milliers de kilomètres d'océan fut l'opération la plus complexe et la plus sophistiquée de toute la guerre. Son système logistique permit de soutenir près de 2 millions d'hommes opérant simultanément à travers l'immensité du Pacifique. Et ces taux de pertes démontrèrent une chose essentielle. Une stratégie offensive n'implique pas nécessairement des sacrifices massifs. En août 1945, MacArthur commandait plus de 2 millions de soldats américains, australiens et philippins. Le 2 septembre 1945, c'est lui qui accepta officiellement la capitulation du Japon. Il devint ensuite commandant suprême, chargé de l'occupation et de la reconstruction du pays. C'est là qu'il accomplit l'un de ses actes les plus durables. Il transforma le Japon d'un empire militariste en allié démocratique. Réforme agraire, droit de vote des femmes, reconstruction économique, l'alliance moderne entre les États-Unis et le Japon existe parce que MacArthur sut imposer une politique d'occupation efficace et lucide. Sa carrière militaire prit fin en 1951 lorsque le président Truman le releva de ses fonctions pour insubordination durant la guerre de Corée. MacArthur prononça alors son célèbre discours « Old soldiers never die » avant de se retirer définitivement. Il mourut en 1964 à l'âge de 84 ans. Qu'on l'admire ou qu'on le déteste, Douglas MacArthur fut le général américain le plus redouté de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ?
parce qu'il fit éliminer plus de soldats ennemis que n'importe quel autre commandant, tout en perdant proportionnellement moins d'hommes que tous les autres. Ce n'est pas une opinion, ce sont des chiffres. Additionnons-les. Truscott, 57 000 ennemis tués. Gavin, 23 000 Bradley, 1 000 Patton, 1 400 000 MacArthur, 1 050 000 total, 3 530 000 soldats ennemis tués par ces 5 commandants, plus de 3 millions. C'est davantage que les pertes subies par l'ensemble de l'armée allemande sur le front de l'Est en 1943. 5 généraux américains, 3,5 millions de morts côté ennemi. Les puissances de l'Axe ont alors compris une chose fondamentale. Le commandement américain ne reposait pas uniquement sur le matériel ou la supériorité numérique. Il reposait sur un leadership qui refusait l'idée même de la défaite. Mais voici la vraie question. Avons-nous établi le bon classement ? Patton mérite-t-il une place plus élevée ? Bradley devrait-il être numéro 1 ? Dites-le nous dans les commentaires. Donnez-nous votre propre classement. Dites-nous qui nous avons oublié, qui n'a rien à faire sur cette liste et d'où vous nous regardez. Notre communauté s'étend aux 4 coins du monde et vous en êtes une part essentielle. Si ce classement a changé votre regard sur la Seconde Guerre mondiale, cliquez sur « J'aime ». Chaque like indique à YouTube que ce contenu mérite d'être vu. Abonnez-vous et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos analyses. D'autres classements arrivent, d'autres histoires oubliées, d'autres pages d'histoire que les manuels ne racontent pas. Merci de nous avoir suivis. Ces généraux méritent d'être rappelés pour ce qu'ils ont réellement accompli, pas pour ce que Hollywood a fait d'eux. À très bientôt pour la prochaine vidéo.